Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers des plus discrets aux plus fascinants. Aujourd'hui, on part au Faubourg Saint-Antoine, berceau historique de l'ébénisterie à Paris pour rencontrer Ludovic. Ébéniste, il ne fait que de la création. Pour lui, chaque meuble est une histoire à écrire, une rencontre avec un client, un dialogue entre une matière, un usage et un lieu. Dans cet épisode, Ludovic raconte ce que signifie créer aujourd'hui et d'être héritier d'un savoir-faire ancien sans le fuger, tout en continuant à faire vivre un métier exigeant entre tradition et liberté de création. Voici ce que c'est d'être ébéniste. Je suis Ludovic Avenel et je suis ébéniste dans Paris, dans le 12e arrondissement. Depuis 2008, donc ça va faire, si je compte bien, 17 ans. D'accord. Comment êtes-vous devenu ébéniste ? Alors moi, je suis devenu ébéniste par une formation traditionnelle d'ébénisterie. Mais en fait, j'ai l'impression quand même qu'on devient... qu'on est toujours en devenir, en fait. C'est que c'est jamais acquis. Et c'est ce qui est assez fascinant dans tous nos métiers d'art, c'est que on a une initiation qui se fait... par le métier, mais on est sans cesse en train d'apprendre. Donc en fait, on est toujours en train de devenir. D'accord. Donc vous êtes toujours en train de devenir. Et justement, vous êtes exclusivement dans la création de... Alors moi, j'associe création avec fabrication. D'accord. Ce que j'aime, c'est être au début du processus, de l'idée jusqu'à la fin. Donc, mais pas forcément que création, parce que parfois, il y a des gens qui ont des idées, et je suis ravi de pouvoir les accompagner sur leur projet. Et ce côté fabrication, création, qu'est-ce que cela change dans votre rapport au bois et à votre métier par rapport à un ébéniste qui fait que de la restauration, par exemple ? Alors, nous, en fait, en fabrication, on part du besoin ou d'une idée et on met tout en place un processus créatif qui va permettre de matérialiser une idée. Donc, ça passe par le dessin, notamment. Là, ça peut être la 3D, ça peut être des maquettes, ça peut être des échantillons, etc. Et ce qui est assez intéressant par rapport, enfin en tout cas moi ce qui me passionne par rapport à la fabrication, c'est que c'est tout un processus qui permet de partir d'une idée jusqu'à un objet fini. Une table, une chaise, un objet, un aménagement intérieur, une cuisine, une bibliothèque, enfin que sais-je. Mais à chaque fois, il y a toujours une idée de départ. Et il y a tout un processus dessin, conception, fabrication, livraison, installation, pose. Il y a en gros, il y a la mise en place de la recette. On applique la recette, entre guillemets, et puis on la déguste ou pas à la fin, mais en tout cas, il y a tout le processus. Alors que intervenir sur des choses déjà existantes, je trouve un peu moins d'intérêt parce qu'il y a déjà eu tout le processus et on intervient que sur, on va dire, la pérennité. Quand on restaure, on intervient que sur un moment ponctuel, à presque permettre une nouvelle vie à l'objet. Ce qui n'est pas inintéressant non plus, d'ailleurs. Et vous fabriquez des meubles faits pour durer, justement. Oui. Comment vivez-vous le fait d'exercer ce métier dans une époque où beaucoup achètent du mobilier jetable, en fait ? Oui. Alors nous, c'est vrai qu'on est à l'inverse du jetable, on est dans le durable, dans le transmissible, parce que on est dans des objets qui sont fabriqués avec des techniques traditionnelles, parfois aussi avec des matériaux contemporains, ça n'empêche pas, mais qui sont pensés quand même pour être solides, qui sont pensés aussi parfois pour être réparés, transmis. Et ils peuvent même parfois être évolutifs. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'objet, il peut être transmis aussi bien à ses enfants que revendu. Et c'est ce qu'on trouve intéressant, c'est de faire des objets de qualité qui vont avoir, je dirais, une dimension où aussi le vieillissement va être une qualité, pas un problème, quoi. Ouais. Justement, le sens de la question était de savoir comment on vit le ébéniste qui est justement autour de la durabilité, autour de la transmission. Il y a il y a un véritable aspect patrimonial dans une époque où, pour le dire très simplement, la plupart des gens vont juste aller chez Ikea avec moins cet aspect de transmission, plus d'instant T, d'instant T. Qu'est-ce que ça change justement à votre rapport avec ce métier qui a une valeur patrimoniale versus une valeur un peu plus immédiate qu'on voit un peu plus aujourd'hui dans le mobilier? En fait, on est dans un métier où on est dans du temps long, où déjà on est dans un processus d'apprentissage qui est relativement long du métier. Et puis dans le processus, forcément, on met un certain temps à fabriquer l'objet. Mais en même temps, il va durer un certain temps. Donc en fait, tout est dans un processus plutôt de slow, pas de lenteur, mais du juste temps.
Et en cela, en effet, on est dans une forme de consommation où, avant toute chose, les gens qui viennent nous voir, c'est aussi pour prendre du plaisir à penser avec nous leur projet, en fait. Et c'est ça qui est intéressant quand on fait du sur-mesure, c'est que il y a une rencontre, il y a de l'humain, il y a du partage, et chacun apprend l'un de l'autre, et puis ensemble, on fait un projet. Et ça, c'est très chouette parce que ça permet justement d'avoir une transmission aussi auprès des gens qui nous achètent des meubles de comment ça se passe. Souvent, ils participent au processus du choix des matières, du dessin. Parfois, ils viennent à l'atelier ou pas, mais ils voient des photos de l'objet en contrefabrication. Donc, en tout cas, il y a une dimension temporelle qui est pas de l'immédiateté d'achat direct. C'est on participe à son projet. Et ça met dans une dimension où le temps peut être parfois un peu long, peut-être pour certains clients, mais en même temps, ils l'apprécient parce qu'en fait, finalement, le chemin était intéressant. Donc, et ils savourent d'autant plus l'objet que ça a pris un certain temps que s'ils l'avaient eu d'un coup. En fait, il n'y aurait pas eu parfois cette attente ou la lisibilité du processus. Ouais. Justement, vous avez un peu évoqué la question du déroulé. Concrètement, quelles sont les étapes de fabrication et de création d'un meuble chez vous, de la première idée à la finalisation de l'objet? Ouais. Là, souvent, le point de départ, c'est une rencontre, une demande, sur lequel on établit le contexte, qu'est-ce que le client souhaite, où est-ce que ça va, à quoi ça sert, dans quel environnement. Et à partir de là, moi, je m'occupe de faire des dessins, de proposer un design qui peut correspondre. Et l'idée, c'est de travailler avec le client dans l'élaboration de tout ça. Ensuite, quand on a défini le dessin, le squelette et la peau de l'objet, on passe à la conception. C'est le passage de entre l'idée du dessin à une forme de rendre ça possible et fabricable. Donc on passe par le plan de fabrication, le processus de fabrication, et ensuite il y a la fabrication. Et une fois que la fabrication est faite, il y a la livraison. Paris a une longue tradition d'ateliers et de métiers d'art. Est-ce que travailler ici change quelque chose dans votre perspective Oui, travailler, moi, le fait de travailler aujourd'hui encore avec cet espace qui est plus devenu aujourd'hui un bureau, mais dans le cœur historique du Faubourg Saint-Antoine, pour moi c'est un privilège et en même temps un honneur qu'on essaie d'honorer tous les jours, mais on sent le poids de l'histoire et c'est assez agréable de sentir qu'on est dans une forme de continuité, même si aujourd'hui on est beaucoup moins dans le quartier. Mais on voit encore ces cours, quelques artisans encore présents. En tout cas, il y a encore une âme du Faubourg, je trouve, avec le marché d'Aligre à côté. Il y a encore quelques amis et confrères qui sont dans le quartier. Donc on sent encore cette âme de Paris. J'espère qu'elle pourra durer. Hélas, je crois que c'est pas si évident encore de pouvoir rester dans Paris avec des locaux, avec des loyers assez chers, etc. Mais pardon. Mais on résiste en tout cas. Ouais. Ça, c'est une autre question que j'avais en tête. Est-ce que vous sentez justement cette âme parisienne? Il y a encore une communauté d'artisans de bois à Paris? Il y a encore une communauté dans Paris. Je trouve que le 12e, 11e, on sent encore cet ancrage. Il y a l'école Boulle, quand même, qui est place de la Nation, pas très loin d'ici. On a le Viaduc des Arts, qui est quand même constitué de pas mal d'artisans et de créateurs. On a le Faubourg Saint-Antoine, là où nous sommes. Donc on sent encore le côté un peu fraternel du métier, l'ambiance de quartier où on va chez les uns, chez les autres. Il y a des petites soirées chez les uns, chez les autres, où on passe chez le confrère pour voir ce qui se passe ou dire bonjour. Donc il y a encore ce tissu humain et professionnel qui est là. Par pure curiosité, à quoi ressemble une soirée entre ébénistes? Une soirée entre ébénistes, ça peut vite être une soirée où on parle que de morceaux de bois. Donc non, je plaisante. Non, c'est très sympa parce que ça fait chaud au cœur de voir que on n'est pas tout seul. Et souvent on est content de se retrouver. Et puis on est content de partager parce c'est une grande famille en fait. Ouais. Vous disiez au début de cet échange que vous étiez encore en devenir, que c'est un métier où on est souvent en devenir. Malgré cet aspect où c'est un processus qui se construit, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit que c'était ce métier-là que vous aviez envie d'exercer? Alors moi j'ai l'impression d'être tombé dans la marmite tout petit. C'était presque une évidence pour moi de faire ce métier. J'avais envie de faire ça. Et en fait, je n'ai eu de cesse que de découvrir aussi des spécificités du métier. Parce qu'il y a plein de facettes du métier et je continue encore à en découvrir et à en devenir parce qu'on n'a jamais acquis toutes les compétences, on n'a jamais tout vu et comme je disais, il y a toujours plein de choses à découvrir. Donc en fait, on est toujours avec un peu d'acquis et d'expérience, mais on est toujours quand même parfois devant l'inconnu et c'est ça qui est intéressant.
Et je pense que sur l'aspect créatif, bah, si on est dans un mode cherchant, moi je suis plutôt un cherchant, parfois je trouve, des fois je trouve pas, mais en tout cas je cherche à trouver des équilibres, des formes de beauté, alors je mets tout ça avec plein de guillemets, mais on cherche parfois des choses qui n'existent pas, enfin c'est ce qui est aussi amusant parfois, c'est d'être dans cette dynamique parfois innovante, parfois créative, parfois il y a des surprises, qui peut aussi naître d'échecs, d'erreurs, etc. Et donc il y a toujours l'envie de creuser, d'apprendre. Ouais. Justement, quand vous étiez enfant, Oui. qu'est-ce qui était particulièrement intéressant dans le métier d'ébéniste par rapport au regard d'enfant? Qu'est-ce qui vous attirait là-dedans? Bah, c'est assez fabuleux parce que moi, quand je suis enfant, je reste un enfant en fait. Les outils, c'est un peu des jouets, et ça reste des jouets. Et la matière bois, c'est la matière naturelle qui se transforme un peu de manière assez malléable. Donc ça reste une matière pour un enfant. Moi qui ai des enfants, je vois, ils adorent jouer avec des morceaux de bois, les tailler, les couper, faire des lances, faire des arcs. Et moi, je reste un peu ce même enfant, avec des jouets un peu plus sophistiqués, mais qui en même temps restent des joujoux. Enfin, on est des passionnés qui aiment avoir les outils qui vont bien pour faire les choses qui vont bien. Donc on reste des grands enfants qui aiment jouer. Ouais. Et vous parlez de spécificités dans le métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles sont les spécificités du métier d'ébéniste qu'on trouve, qui le définissent par rapport aux autres, par exemple? En tout cas, la spécificité de l'ébénisterie, c'est la capacité à travailler du bois assez fin, du plaquage. Mais c'est aussi, aujourd'hui, moi, dans mon métier, avoir une capacité à pouvoir dessiner un projet, à le concevoir. Donc, c'est faire des plans sur ordinateur ou à la main. C'est avoir la capacité à pouvoir fabriquer un objet avec toutes les techniques traditionnelles, mais aussi contemporaines, le numérique, l'impression 3D. Peut-être que demain, l'IA nous permettra de faire des choses aussi, pourquoi pas. Et en fait, qu'il y a un spectre très global, et aussi quand on est un peu entrepreneur, bah forcément, on vient aussi la communication, la gestion, enfin tous les paramètres de l'entrepreneuriat. Donc en fait, il y a multi-casquettes dans ce métier. Et après, c'est difficile de tout bien faire, donc souvent, on peut vite se spécialiser, mais en même temps, moi j'aime bien aussi ce côté assez large où on peut avoir plusieurs casquettes. Ouais. À quoi ressemble une journée type pour vous? Moi, elle va être entremêlée entre rendez-vous professionnels, dessin, beaucoup de coups de fil, et puis finalement peu d'ateliers parce que j'aime bien dessiner, mais pour celui qui fabrique, c'est beaucoup d'ateliers quand même en temps passé. Mais pour ce qui me concerne, c'est quand même beaucoup de dessins au quotidien, et ça peut être des expos de temps en temps, ça peut être le fait d'aller me promener aussi, ça fait du bien, d'aller prendre l'air, d'aller dans mon jardin à la campagne, et se ressourcer pour trouver des idées créatives, etc. Ouais. L'arrivant au travail pour commencer une journée, c'est quoi le premier geste ou rituel par lequel vous commencez? Ah, et quel est le rituel que j'ai en arrivant et en commençant? Moi, ce que j'aime bien, c'est à chaque fois l'ouverture de l'atelier, c'est de dire bonjour en fait. Enfin, j'ai l'impression de dire bonjour à l'atelier. Donc, on allume les lumières, on ouvre les rideaux, etc. C'est une nouvelle journée qui commence, donc il y a toujours ce côté bonjour. Et puis après, c'est la mise en place. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce petit rituel de la mise en place de la journée. C'est qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, enfin, d'avoir bien une vision globale de tout ça. Et puis après, en général, moi, je commence par dessiner, parce que je suis plus frais, plus disponible au dessin en début de journée qu'en fin de journée. Et puis je fais toutes les tâches qui demandent moins de concentration en fin de journée. Qu'est-ce qui surprend toujours ceux qui découvrent votre métier? Je pense que c'est la multiplicité et la diversité des applications du bois. On pense ébéniste, on pense meuble. Mais moi, aujourd'hui, dans mon métier, je fabrique aussi bien des pièces pour les aménagements intérieurs de voitures, que de bateaux, que des petits objets qui vont du stylet d'iPad à je ne sais quel aménagement intérieur qui pourrait se loger dans un plafond, dans une cave, dans une salle de bain, à je ne sais quelle application. Donc en tout cas, le bois aujourd'hui rentre dans tous les domaines d'application, et l'ébénisterie du coup s'immisce dans tous ces domaines. Donc on n'est pas lié qu'au meuble ou l'objet traditionnel. On travaille parfois pour des marques qui font de la cosmétique, des gens qui font des chaussures, l'industrie de manière globale. Ça peut être un restaurant, une boutique, un hôtel, et avec à chaque fois des environnements très différents.
Je dois vous avouer que ça a été très surprenant pour moi parce qu'en découvrant votre métier, j'ai appris que vous avez travaillé avec Moët et Chandon pour aménager un trolley, vous avez travaillé avec des marques de voitures. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à adapter son regard? J'imagine que le point commun, ça doit être le bois, mais comment est-ce qu'on arrive à adapter son regard à des objets qui ont une utilisation très... Bah, en fait, à chaque fois, j'aime beaucoup rentrer dans des univers que je connais pas, ou essayer de faire rentrer le bois justement dans des univers où il paraît peu probable d'en avoir, mais en fait, comme on en parlait tout à l'heure, il y en a partout du bois, et c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, rentrer dans des univers différents et passer du champagne aux chaussures, à un hôtel, à une boutique, à un tas de clients différents, à des artistes, à des designers, à des galeries, enfin c'est assez amusant. Mais à chaque fois, c'est à peu près le même. Le cœur, ça reste le bois, ça reste cette matière naturelle. Et comment on va pouvoir lui donner une raison d'être dans la demande qui m'est faite, ouais. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler avec d'autres matières que le bois? Oui, souvent, ouais. Le bois, je trouve que c'est souvent la colonne vertébrale, mais parfois on se rend compte que c'est pas forcément le bon matériau pour ce qui nous est demandé, donc ça m'est arrivé souvent en fait de faire des projets où il y a plus du tout de bois parce que c'était pas judicieux pour plein de raisons, parce que le bois ça travaille, ça bouge en fonction de l'hydrométrie, etc. Donc parfois on peut passer sur d'autres matériaux, le métal, le verre, avec des finitions aussi très différentes, le cuir, la laque, ça peut être des matières précieuses, ça peut être des matières plus communes. En tout cas, le processus reste à peu près le même, c'est on a un cahier des charges et il faut y répondre, et puis le bois, ok, il rentre ou il rentre pas, et après il peut y avoir plein d'autres matières. Et dans nos métiers, on reste des chefs d'orchestre où en fait on crée entre guillemets la recette pour que l'objet puisse exister. Dans cette recette, c'est l'assemblage comme un cuisinier, de pas mal d'éléments. Alors nous, c'est du bois, du verre, du métal. Et puis parfois le bois prend le dessus du reste, mais parfois c'est un tout petit élément. Mais il faut quand même que tout ça fonctionne ensemble. Et nous, mon métier quand même, c'est de faire en sorte que tout ça tienne ensemble d'une manière cohérente et harmonieuse. Ouais. Quel est votre plus beau souvenir dans ce métier? Ah, j'en ai beaucoup de beaux souvenirs. Ouais. Moi, les plus beaux souvenirs, tous sont liés au fait d'apporter de la joie quand il y en a. Et souvent, il y en a quand on livre une pièce et que les gens ont une satisfaction qui va au-delà de leurs attentes. Je pense que là, on a bien fait notre travail. C'est comme, j'imagine, un pâtissier qui fait un gâteau et qui voit le sourire qui en dit tellement qu'il n'y a pas besoin de paroles. Et moi, c'est quand je livre un meuble et que il le déguste avec délectation et qu'il y a un grand sourire qui émet. Et là, on est très heureux. Voilà. Ça, c'est les plus beaux moments. J'ai d'autres souvenirs très précis. C'est de voir des jeunes que j'ai vus passer en stage et qui après me rappellent ou que je vois monter leur entreprise et que je vois qu'ils font des choses extraordinaires. Là, j'ai plein de souvenirs précis où je me fais waouh, ça c'est super. Enfin, ça c'est aussi des grands plaisirs, c'est de rencontrer des gens qui font leur chemin et de voir que leur chemin mène sur des belles choses, quoi. Ouais. Oui. Donc ça, j'ai plein de beaux souvenirs aussi. J'ai plein de souvenirs, même encore assez récents, de voir des gens qui avancent et qui font leur chemin propre. Et à l'inverse, est-ce que vous vous souvenez d'un moment difficile où vous avez douté dans ce métier? Tous les jours. Il y a des moments difficiles tous les jours. Parce que finalement, même si on a de l'expérience, rien n'est jamais acquis. L'expérience, elle permet juste d'avoir parfois un peu plus de distance quand il y a des problèmes. Mais nous, on a des métiers de vigilance et de persévérance. Et en fait, le quotidien, c'est qu'il y a toujours des difficultés, mais peut-être que le temps fait qu'on arrive à les prendre avec plus de modération. Et on les surmonte comme on peut à chaque fois. Mais c'est tous les jours les difficultés. Tous les jours. Pardon. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un avant et un après pour votre métier depuis le confinement et le Covid, par exemple? Il y a eu un avant et un après, oui, dans les relations humaines, dans les liens. Avant, les gens se déplaçaient beaucoup, venaient beaucoup au bureau. Aujourd'hui, un peu moins, un peu encore, mais on fait plus de choses à distance. Donc il y a peut-être moins de liens, en effet. Mais globalement, sur mon activité, ça n'a pas changé grand-chose. Ça nous a juste peut-être conforté que on pouvait travailler, je pense aujourd'hui quand on est artisan, on peut travailler partout en France et avoir une clientèle partout en France. C'est que le point physique aujourd'hui n'est plus un élément essentiel pour pouvoir travailler avec quelqu'un. Moi, je connais plein d'artisans qui sont dans des endroits super beaux en pleine nature où personne ne sait qu'ils existent et qu'ils sont là
et pourtant ils travaillent sur des super projets à l'international et en France. Donc en fait le confinement a eu ce double effet, à la fois il y a un peu moins de loin, mais en même temps ça a montré qu'on pouvait travailler de partout. Et on en avait un peu reparlé dans une précédente question, mais quelle est la spécificité du travail d'ébénisterie à Paris? Quelle est la joie ou satisfaction que vous en tirez? Est-ce que ça vient de cette communauté dont vous parliez? Alors à Paris, dans le faubourg, il y a cette joie de la communauté, cette attache, c'est le berceau en fait, c'est notre... je crois que c'est vraiment ça, c'est le berceau de notre métier, c'est le berceau qui reste animé et dynamique, c'est là où encore on a pas mal de fournisseurs. Et puis Paris, ça reste encore ce terrain de jeu où il y a quand même beaucoup de clients potentiels, donc on... Paris garde aussi cette magie de la culture, euh, donc aussi des rencontres, des vernissages, donc il y a une dynamique culturelle qui fait qu'on est quand même très heureux d'être au cœur de tout ça. À quoi ressemble un vernissage d'ébéniste? Un vernissage d'ébéniste, ça ressemble à quelqu'un qui va à la fois mêler sa vie d'atelier avec des pièces finies, et je trouve que c'est assez chouette parce qu'à chaque fois ça ancre une pièce non pas dans un endroit euh, commun, mais dans un endroit où ça a été fait. Donc moi j'ai toujours cette joie à aller dans les ateliers aussi des autres et de voir un vernissage et de voir une pièce, mais aussi de voir dans le contexte dans lequel elle a été faite. Et en général c'est génial parce que manger dans un espace de travail ou passer une soirée dans un espace de travail ou boire un verre dans un espace de travail, rencontrer des gens, c'est pas le quotidien de cet endroit. Mais quand ça prend cette dimension-là, on est toujours enjoué parce que il n'y a pas que la pièce qui est présentée, il y a tout ce qui est autour. Il y a tout à l'heure vous regardez la bibliothèque avec tout le bazar qu'il y a dedans. C'est un peu ça. On est en train de, c'est un peu la caverne d'Ali Baba en général les ateliers et on est toujours un peu fasciné par tout ce qui peut traîner à gauche et à droite et c'est des bons moments. Quels sont les clichés qui circulent sur votre métier? C'est les clichés, ça peut être l'ébéniste qui fait du meuble ancien. Ça c'est un des premiers clichés. Alors que moi je fais que du meuble contemporain. Que c'est un métier qui est terminé, il n'y aura plus jamais de boulot. Ça c'est un cliché. Alors que c'est pas vrai. Il y aura toujours beaucoup de travail, je pense, dans le métier pour ceux qui en ont envie. Que c'est un métier plutôt masculin. C'est un cliché. Je trouve aujourd'hui il y a plus de filles peut-être un peu de garçons, mais ça reste un cliché. Et que c'est un métier dont on ne vit pas, alors qu'en fait on peut en vivre. Et comment vous expliquez que l'avenir qui semble très beau pour ce métier d'ébéniste et qui se dessine, comment vous arrivez à expliquer cela? Je pense qu'on est dans un monde ultra connecté, numérique, etc. Et nous, on est à la fois utilisateurs de ça, bien sûr, mais en même temps, on est dans une démarche de temporalité qui est tellement sur un juste temps, de prendre du plaisir, d'accompagner des gens dans une démarche, etc. Que, en fait, j'ai l'impression qu'on a un bel avenir parce que on utilise une matière qui est totalement naturelle. On a du bois et qui, je trouve, apporte beaucoup à notre quotidien, qui est du plaisir sensoriel par sa beauté, ses authenticités. Il n'y a aucun morceau de bois qui se ressemble. Donc je trouve que il apporte une dimension très rassurante, très ressourçante et très naturelle dont on a besoin. Et je trouve que ça contrebalance fortement des rapidités de temps, l'achat immédiat, etc. Donc on est complètement dans une bascule et j'ai l'impression qu'on a un grand rôle à jouer, nous tous artisans, de continuer à faire ce que nous faisons et de continuer à prôner les valeurs qui sont les nôtres. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait faire ce métier? S'il l'aime, qu'il le fasse, ouais. C'est le premier conseil, d'aimer Ouais, et de aimer faire. ce que l'on fait, ouais. Je pense que si on n'est pas passionné, on peut pas le faire. Si on est passionné, on va s'y intéresser, on va avoir la chance de, comme moi je peux avoir, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance de pas avoir l'impression de travailler. Et ça, je trouve que c'est vraiment une chance extraordinaire, hein, j'en suis conscient. Donc faut l'aimer, ouais, je crois, tout simplement. Est-ce qu'il y a une tradition ou un savoir-faire que vous aimeriez préserver? La tradition, elle est intéressante, mais j'aime bien aussi l'idée qu'on peut innover. Donc j'aime bien cette idée de transmission avec un socle traditionnel, mais en même temps ouvert sur les nouvelles technologies. Je pense qu'il y a un élément peut-être qui est à conserver, c'est se faire un œil. Souvent dans nos métiers, on parle de savoir-faire,
Alors, bien sûr, ça va avec le savoir-être, ce que je trouve assez intéressant et important à garder. Mais au-delà de ça, c'est apprendre à se faire un œil, c'est apprendre à se faire une culture visuelle qui permet de garder une forme d'exigence euh, et de pas aller vers le passable ou le non rigoureux, le non abouti, etc. Et je trouve que de garder cet objectif de vraiment affûter son regard, que c'est vraiment aussi très important dans nos métiers. Et concrètement, comment fait-on pour affûter son regard? Affûter son regard, c'est aller faire des musées, aller prendre des pièces assez magistrales et des icônes, et, et d'aller comprendre pourquoi elles sont si magistrales, par leurs proportions, leurs détails, leurs dessins. Et puis peut-être d'apprendre déjà à copier cela, d'apprendre avec humilité à se dire est-ce que je pourrais réussir à redessiner aussi bien ce qui existe, et après de se dire est-ce que je pourrais essayer de faire un peu mieux. Et c'est là tout l'enjeu, c'est de garder cette envie de toujours pousser un peu plus, que ce soit la qualité, le détail, les proportions. Et c'est vrai, un objet abouti, c'est plein de facteurs. Alors après, tout ça avec beaucoup de guillemets, mais c'est une harmonie complète, quoi. Entre, entre son visuel, sa fonction, le choix des matériaux, le choix des couleurs, le choix des finitions, le rapport à son environnement. Enfin, il y a beaucoup de facteurs. Et pour ça que souvent je fais des parallèles avec la cuisine, même si c'est très différent. Je trouve on peut avoir plein de recettes, mais en même temps, ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose en bouche qui explose, quoi. Enfin, et nous, on n'a pas ce sujet gustatif, mais on a tous les autres sens qui sont quand même liés à l'objet ou au meuble qu'on fabrique. Et le premier coup d'œil sur un objet, c'est quand même le premier élément de rencontre que l'on a, quoi. Mm. Euh, Est-ce que vous vous rappelez du premier objet que vous avez créé? Alors moi, les premiers objets que je créais, c'était plutôt des objets quand j'étais enfant de jeux, en fait. Après, ça s'est vite transformé en objets nichoirs pour les oiseaux, ce genre d'objets. Après, je suis passé à des choses un petit peu plus grandes, mais c'était plus pour ranger des outils. C'était un peu le côté coffret, le côté un peu on conserve ses affaires, on les range, etc. Et puis chemin faisant, après, finalement, on est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, donc moi je me fabrique très peu de choses finalement pour moi. Ouais. Ah, est-ce que c'est lié au fait que vous avez envie de découvrir d'autres ébénistes, d'autres artisans, ou plus par manque de temps, tout simplement? C'est à la fois, je trouve pas forcément d'intérêt à faire des choses pour moi. Je préfère plus agréable de les faire pour les autres. Oui. Et c'est vrai que je serais plus à même à prendre des pièces de mes confrères et à les mettre chez moi. Je trouve un plaisir parce que il y a une personne derrière. Moi, quand je mets quelque chose chez moi, à part d'avoir un ego surdimensionné où je me dis je m'auto-flatte de voir mon beau meuble tous les jours. Non, ça m'intéresse pas trop. Par contre, d'avoir une pièce d'un confrère, d'un ami que j'adore et que je mets chez moi, là, je serais très heureux parce qu'au-delà de la pièce, je vois la personne qui est derrière. Oui. Et c'est pour ça que finalement, j'ai pas beaucoup de pièces de moi, c'est que ça m'intéresse pas de me regarder tous les jours Oui. dans mon environnement. Ouais. C'est comme avoir chez soi une librairie avec que des bouquins écrits par ses amis. Ouais, exactement. Oui. Et à l'inverse, quelqu'un qui aurait une librairie remplie que de livres qu'il a écrits, il y a peut-être pas trop d'intérêt, quoi. Non, effectivement, à part pour avoir un égo surdimensionné, comme vous le disiez. Qu'est-ce que ce métier a changé en vous comme personne? Ah, ça, c'est intéressant une question. Je pense il change tout à chaque fois. Enfin, moi, j'ai l'impression que je cherche à tout changer. Enfin, c'est un apprentissage qui va avec le savoir-être. On en parlait tout à l'heure, mais au-delà du savoir-être, c'est presque une dimension. Moi, je le vis comme une dimension spirituelle. Alors, j'ai un coup de guillemets à ça, mais c'est une dimension presque d'acceptation parce que quand on est face à un morceau de bois, il a son propre caractère, on a beau avoir tout fait correctement, il reste vivant. Et puis s'il veut fendre, s'il veut faire sa vie, il va le faire. Donc ça demande beaucoup d'acceptation et beaucoup de modestie aussi parce qu'on n'a jamais fait le tour de ce métier ni compris tous les paramètres. Donc moi j'aime bien cette dimension où je grandis avec mon métier et mon métier me fait grandir. Enfin j'aime bien et les deux vont l'un va avec l'autre. Et en même temps, ce qui me fascine, c'est quand je vois l'histoire que l'on a quand même des géants sur lesquels on est des nains juchés sur des épaules de géants. Je pense que c'est vraiment le cas. C'est quand même quand je regarde l'histoire juste du mobilier à travers les époques, c'est quand même assez fascinant de voir que au XVIIIe, il y a une telle apogée, je trouve, des proportions, des décors, etc. Même si c'est pas un style aujourd'hui
que j'adore, mais je suis quand même très très admiratif avec les outils qu'ils avaient, ce qu'ils étaient capables de faire. Et ils avaient une dimension qui allait au-delà de, de la recherche esthétique. C'était une dimension, on parlait de spiritualité, mais je trouve qu'il y avait une dimension aussi de recherche du, peut-être une recherche de Dieu, j'en sais rien, mais une recherche de l'au-delà, quoi, Oui. et du monde invisible. Et c'est vrai que ça m'anime beaucoup dans mon métier. C'est On a parlé de savoir-faire et vous aviez parlé de savoir-être. ouais. Et concrètement, c'est quoi le savoir-être dont vous parliez pour ce métier? Bah, je pense qu'il est un peu le même que lorsqu'un compagnon, ils font toujours leur tour de France, mais au 18e faisait le tour de France et puis d'aller de chantier de cathédrale en cathédrale. Bah, je pense qu'il apprenait aussi bien humainement que professionnellement par l'expérience. Et ce que je trouve intéressant dans cet apprentissage du savoir-être, c'est que bah, c'est apprendre à être avec soi déjà, mais apprendre à être avec les autres aussi. Parce que souvent, c'est un métier qu'on fait en groupe. Et en cela, on apprend pas mal à se connaître. Donc, c'est assez intéressant. Et savoir-être parce que c'est assez amusant que le jour où on prend un peu trop confiance dans nos métiers, bah, on se prend des bonnes gamelles, quoi. Moi, ça m'est arrivé, je me rappelle. Étudiant, on prend confiance, ça y est, on commence à faire 2-3 trucs bien, et puis ça marche. Et puis, bam, vous prenez un peu trop confiance, et la fois d'après, votre pièce, elle est foirée, quoi. Et ça fait pas de mal, en fait, ça fait du bien, ça remet bien comme il faut les choses dans une perspective de, attends, dégonfle un peu les chevilles, et juste réapprends à être zen, humble, et faire ton boulot juste comme il faut, quoi. Il y a un compagnon dont on a beaucoup parlé dans cet échange, c'est le bois. Oui. Mais pour vous aussi, il y a la rencontre avec les clients. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à la construire, à la nourrir? Parce que c'est aussi, j'imagine, la façon dont on façonne le bois Bien dépend sûr. de la personne. Ouais. Ah, c'est amusant parce que j'adore le bois, mais en fait, quand je fais un projet, finalement, ce que je retiens le plus, à la fin, bien sûr, c'est la rencontre qu'il y a eu avec un client, quoi. C'est l'échange qu'on a fait, le chemin qu'on a fait ensemble. Puis parfois, naît des amitiés, parfois, naît de belles choses, quoi. Donc, ce qui est assez chouette, c'est que sans humain, moi, je trouve que mon métier aura aucun intérêt. À part satisfaire un ego qui est pas très intéressant, quoi. Ouais. Donc, la rencontre, c'est le prétexte, un peu. Mais un prétexte qui devient plus un prétexte, qui est presque le but, quoi. C'est l'échange, c'est l'altérité, c'est tout ce qui va, et puis c'est le côté fraternel de la rencontre partagée, vivante et dynamique, quoi. Ouais. Justement, on en parlait au début de l'échange. Ce qui est assez intéressant, j'imagine, c'est que quand on crée beaucoup de meubles avec ce côté fast meuble, si je peux me permettre, c'est qu'on n'imagine pas les gens chez qui ce mobilier va atterrir chez vous. Vous connaissez les personnes chez qui Oui, les bien objets sûr. se trouvent. Et quand on arrive à créer, à mettre toute son âme, à mettre toute son énergie, qu'est-ce que ça fait de voir l'objet que nous avons créé vivre sa vie ailleurs, en fait, chez quelqu'un d'autre? C'est très agréable de livrer les choses, enfin d'apporter, de donner à, et parce qu'en fait les gens se l'approprient, vivent avec, et puis nous on passe sur un autre chemin, mais les gens ils vont continuer à vivre avec. Et c'est vrai que souvent quand on rentre chez les gens, on rentre dans leur intimité. Donc c'est vrai que souvent, bah on va au-delà sur le plan humain. Donc ça c'est assez chouette parce que moi je dessine pas la même pièce en fonction de qui est la personne, alors, qui elle est dans ses envies, dans sa dynamique, dans ses choix, dans son environnement, et, euh, et je trouve que c'est toujours intéressant. Moi, quand je ressors d'un rendez-vous, je dessinerai jamais la même pièce en fonction de la personne que j'ai rencontrée. Ouais. Oui. C'est un vrai sur-mesure qui correspond à ce que la personne est ou de comment elle vit. Mais j'aime bien aussi quand même un peu titiller les choses. Donc souvent, j'aime bien que l'objet, j'aime bien dire ça, c'est que le 1 et 1 font 3. C'est que le client et moi, tout le monde va au-delà de ce qu'on avait imaginé, quoi. C'est qu'on pousse un peu le sujet, et puis parce que la rencontre, elle permet un peu de tâter des choses, de dire oui, mais regardez, on pourrait aussi faire ça, et puis on pourrait contrebalancer finalement, au lieu de faire un truc très harmonieux, on pourrait aussi prendre le contre-pied complet, et puis créer un déséquilibre, enfin bon, tout est possible. C'est ça qui est assez amusant, c'est on peut toujours prendre des chemins qu'on n'aurait pas imaginés, quoi. Oui. Votre métier était une image, laquelle ce serait? Ça serait une lune et un soleil. Pourquoi? Parce que c'est deux énergies
Oui. Une positive et entre guillemets une négative, mais qui sont en L2 un équilibre, qui sont indissociables et qui en même temps, que ce soit l'arbre qui pousse ou moi-même en tant qu'humain, sans ces deux astres, je sais pas si je serais là. Donc j'aime bien cette notion qu'au-delà de nous sur Terre, il y a ces deux astres, ces deux grands luminaires qui sont là, quoi. Et je trouve que dans mon métier, c'est amusant parce qu'en ce moment, je suis en train de dessiner deux pièces qui sont comme ça, une solaire, une lunaire. Et en fait, j'ai l'impression que les objets, on peut vite leur donner des énergies aussi, qui émettent à différents niveaux. Et j'aime bien cette dimension d'énergie que peut avoir le Soleil et la Lune, et que l'on peut aussi mettre en place dans des objets. Comment voyez-vous l'avenir de ce métier dans 20 ans? Je suis partagé entre on aura toujours besoin de gens passionnés derrière un établi pour fabriquer des meubles, et en même temps, quand je vois les robots humanoïdes avec l'IA, je me dis, est-ce que demain on aura affaire à des ébénistes robotiques? Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on demandera à l'intelligence artificielle de dessiner des meubles pour nous? Ce qui est fort possible, c'est que je pense qu'on aura des chaînes de production qui seront complètement automatisées. C'est déjà le cas, mais je pense qu'on va encore aller au-delà. Après, je pense que notre métier, dans la démarche humaine, a un vrai rôle à jouer. Et je lisais le petit bouquin de Luc Ferry sur l'IA, grand remplacement ou complémentarité. Et je pense que au-delà du fait de fabriquer, bien sûr un robot pourra le faire à notre place, mais la démarche humaine de la rencontre, du partage et d'avoir un échange, comme une assistante sociale, je dirais, entre guillemets, même si on n'est pas des assistants sociaux, mais enfin, c'est pas la même démarche, mais on sera toujours dans du lien humain qui permettra de vivre un bon moment. Donc, comme aller manger un bon plat, je pense qu'on aura toujours envie qu'il y ait un serveur peut-être derrière ou un cuisinier qui l'a fait avec une énergie ou une patte ou un caractère. Et je pense que nous, on aura peut-être aussi d'avoir envie d'avoir ce caractère, quoi. Et puis aussi d'avoir, j'en trouve que notre métier, aussi, même si on cherche parfois la perfection, ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi de l'aléatoire, il y a de l'imperfection aussi. Et j'aime bien cette notion d'imperfection. Le robot, j'ai l'impression qu'il va tout faire parfaitement, mais ça va être ennuyeux, quoi. Alors que parfois, l'imperfection, elle peut prendre une dimension qui est belle aussi. Et je suis pas sûr que ça, on puisse le programmer. Enfin. Quand on est perfectionniste, comment, dans le cadre de son travail, comment se rappeler que l'imperfection fait partie de la beauté? Ah ouais. Alors c'est ce que j'essaie de... Parce que l'imperfection, on peut vite la juger, mais en même temps, si on la regarde, parfois, elle a sa raison d'être, elle a son histoire. Ça peut être d'une part assez beau. Et puis d'autre part, je trouve que c'est la trace humaine, en fait. Je trouve ça très beau, moi, quand il y a un petit loupé, un truc pas parfait. Parfois, je préfère une pièce pas parfaite que une pièce parfaite mais pénible, quoi, chiante, qui a pas d'énergie, qui est trop parfaite, quoi. Justement, il manque le petit truc qui va faire que ça va vibrer. Et je pense souvent au cadre de sculpture, par exemple, entre le 18e, où on a des sculptures pas tout à fait toutes symétriques, mais plutôt asymétriques, avec des fonds de bouge, où on voit, il y a une vibration de la lumière. Puis on voit aujourd'hui des sculptures faites en commande numérique. Enfin, j'ai rien contre la commande numérique, mais parfois presque trop parfaite. Et si on met les deux à côté, il y en a une qui prend la lumière qui vibre, avec une belle énergie, puis l'autre qui est plate, qui est fade, qui est sans vie. Et c'est vrai que l'imperfection, parfois, elle peut apporter de la vie. Et ce que je trouve assez beau aussi, c'est que dans un morceau de bois, est-ce qu'on peut parler souvent on dit un défaut, mais c'est un nœud, une imperfection du bois. Mais en fait, c'est pas forcément une imperfection, ça peut être très beau, moi, je trouve, un nœud ou une fente. Donc ce truc c'est un peu comme en agriculture, une mauvaise herbe. Non, c'est pas forcément une mauvaise herbe, ça peut être une bonne herbe. Mais nous, c'est pareil, il y a des éléments dans le bois qui peuvent être très beaux et qui peuvent être mis en valeur, alors que ça pourrait être vu comme un défaut. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que les clients arrivent à comprendre quand il y a une imperfection? Est-ce qu'ils arrivent à la dépasser Alors on est sur un niveau d'exigence qui fait qu'en général on livre pas de toute façon une pièce qui a un défaut en tant que tel, quoi, majeur, qui permettrait pas sa fonction. Mais on a un tel regard affûté qu'on voit la moindre petite imperfection. Donc on a des degrés où on se dit bon bah ça va. C'est un peu comme ça, c'est mangeable, ça c'est pas mangeable. C'est un peu pareil, nous c'est livrable ou pas livrable. Donc l'objet parfait, de toute façon, j'en ai vu quelques-uns parfois, mais il est jamais parfait. On pourrait toujours mettre la barre plus haute.
la perfection, elle n'existe pas forcément, même si parfois on la cherche. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois on peut créer ça va pas être un défaut, mais créer une, un élément dissonant, qui peut paraître dissonant, mais qui a son importance en fait. Quand je prends un élément, par exemple en dessin, d'avoir des choses parfaitement symétriques, parfois c'est un peu ennuyeux, alors que de créer une dynamique par des décalages. Donc en fait, l'idée de satisfaire l'œil, elle peut passer par le fait de générer en amont le fait de créer une forme on pourrait dire d'imperfection, quoi. Et après, le défaut, c'est quoi? C'est un choc, c'est un problème, est-ce qu'on le règle ou on le règle pas? Est-ce qu'il apporte quelque chose à l'objet ou est-ce qu'il l'enlève? Parfois, il détruit l'objet. Enfin, un vase cassé, c'est un vase cassé, quoi. Il n'est pas utilitaire, il sera forcément peut-être moins beau, entre guillemets. Vous nous avez parlé du XVIIIe siècle comme un siècle de recherche un peu de l'au-delà, dans l'ébénisterie en tout cas. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans ce métier quand on regarde son évolution dans le XIXe siècle, en XXe et aujourd'hui? Comment est-ce que vous qualifierez d'un siècle à l'autre? Il y a eu des fortes évolutions. J'aime beaucoup les ruptures qu'il y a parfois aussi dans l'histoire du mobilier. L'Art Nouveau, c'est une vraie révolution de repartir de la nature comme source d'inspiration. L'Art déco qui en suit, je trouve aussi très intéressante. Donc il y a eu des cycles successifs, des styles, et puis parfois il y a des ruptures, avec des envies de repartir sur une base. L'Art Nouveau, c'est de la nature. Aujourd'hui, on est dans un courant, il est toujours difficile de qualifier une époque dans laquelle on vit, mais on voit qu'on est quand même dans une forme d'uniformisation, quoi. Depuis un certain temps, on revisite un certain nombre de choses, etc. Mais je pressens que on revient quand même parfois sur des matières assez naturelles, authentiques, qui ont une histoire et qui ont une forme on parlait de défaut tout à l'heure, qui semble vrai, quoi. Donc il y a un peu une recherche de vérité. Aujourd'hui, je sais pas, il y a peut-être quelques courants où on peut percevoir que ça se traduit, mais je pressens qu'il y a une volonté de retrouver une forme d'authenticité. Et ça, je pense que ça peut générer en tout cas un vocabulaire pour notre époque, ouais. Et une dernière question. Quand vous repenserez à ce métier dans 20 ans, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous? La seule chose sur laquelle je serais attaché, mais c'est plutôt... c'est que j'ai pu aider quelques personnes, quoi. C'est la seule chose qui m'anime ou qui peut m'intéresser. Mon travail, et soit il sera parti de la poubelle, soit je m'en fiche un peu. Mais par contre, si j'ai pu, sur mon chemin tel que moi j'ai pu avoir la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup apporté, humainement, professionnellement. Et je me dis, si à mon tour, je peux permettre d'aider quelques personnes, ça aurait peut-être pas été tout ça tout à fait inutile, quoi. Je trouve que c'est le plus important. Est-ce que vous imaginez que l'un de vos meubles sera retrouvé chez les descendants de l'un de vos clients et qu'on se demandera qui était Ludovic Havenet, par exemple? Est-ce que c'est une pensée qui vous traverse? Non, ça me traverse pas du tout, ouais. Il y a eu une époque où je signais mes meubles et aujourd'hui, je signe même plus, ouais. D'accord. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai pas j'ai pas envie d'être dans cette idée de signature, de revendication, de quoi que ce soit. J'aime bien l'idée je sais ce que j'ai partagé, je sais ce que j'ai vécu, ça me suffit. Si les gens sont contents de vivre avec, qu'ils ont un bon souvenir, tant mieux. Après, le sujet de la postérité, tout ce truc-là, ça m'intéresse tellement pas que je suis pas du tout animé par le fait d'avoir des objets qui soient d'ailleurs demain des icônes ou je ne sais quoi. Enfin, ça m'intéresse pas du tout, ouais. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.